Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de la Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. L'émission à bâton rompu reçoit sur son plateau moscovite le vice-président de l'UMP, Guillaume Pelletier, pour une émission qui laisse de côté la langue de bois habituelle en France. Le vice-président de l'UMP, coutumier des déclarations choc, a tenu d'emblée à réaffirmer l'amitié qui unit la Russie et la France. Une amitié nécessaire à l'Europe si elle veut avoir un avenir. Il a également dressé un bilan sans concession des premières années de la Hollandie, tout en reconnaissant les errements de l'UMP lorsqu'elle était au pouvoir. Mais pour Guillaume Pelletier, sans aucun doute, c'est Nicolas Sarkozy qui doit représenter la droite à la prochaine élection présidentielle. Pour lui, il n'y a pas d'autre avenir pour la France. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. On s'entend, on s'écoute et on va parler cette fois-ci à notre invité, à notre hôte d'honneur. C'est bien le cas de le dire. Il s'appelle Guillaume Pelletier, il est vice-président de l'UMP qui, à mon sens, est redevenu premier parti de France, bien que pas parti au pouvoir, compte tenu donc des déboires des socialistes à l'heure qu'elle est, au jour d'aujourd'hui. Guillaume Pelletier, on vous salue de la part de la Voix de la Russie. Et moi aussi, je vous salue. Voilà, vous êtes à Paris, nous on est à Moscou, donc c'est un plateau virtuel. Moi, en tant qu'animateur, j'assure l'animation, Alexandre Artamonov, en présence des deux journalistes de la Voix de la Russie, Françoise Compoint, qui va se présenter bien gentiment. Bonjour, Monsieur Pelletier. Oui, Françoise Compoint, enchantée de vous parler. Et Anna Karpova, ici présente. Bonjour, Monsieur Pelletier. Bien. Bonjour à tous. Alors, finalement, donc, toute chose à son temps, on a réussi, on est parvenu donc à monter cette table, ce qui est bien en soi, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de choses qui changent du côté de la France. Enfin, on comprend très bien que la conjoncture est ce qu'elle est, et on voudrait bien avoir l'opinion d'un grand politique, d'un homme d'État, encore une fois, c'est le cas de le dire. Et la première question, pour attaquer tout de suite le vif du sujet, Monsieur Pelletier, la droite n'est plus au pouvoir en France, ça va de soi, mais comment jaugez-vous les résultats des hollandistes ? Y a-t-il du positif dans leur exercice finalement, où tous les indicateurs ont définitivement, j'y perds mon latin, viré au rouge, et ça ne peut se rétablir? Qu'est-ce que vous en dites? On vous écoute très attentivement. Alors tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer la Russie et le peuple russe, qui est un très grand peuple, et la Russie qui est une amie, une alliée de la France depuis si longtemps. Et je crois qu'on aura l'occasion dans les semaines, dans les mois et les années qui viennent de parler de l'indispensable relation qui doit s'approfondir entre la Russie et la France, entre la Russie et l'Europe. Pour moi, l'avenir du monde et l'avenir de la France passe par cette relation aboutie, affirmée, renforcée avec la Russie, pour laquelle j'ai une estime toute particulière. Alors, je vais répondre à votre question avec beaucoup de franchise et de simplicité, sans tergiverser. Oui, aujourd'hui, en France, malheureusement, après 550 jours de pouvoir de François Hollande et de la gauche française, tous les indicateurs sont au rouge. On peut prendre un certain nombre d'exemples. La question de l'emploi, qui était l'une des grandes promesses de François Hollande, plus de 500 000 chômeurs de plus depuis son arrivée au pouvoir. On est loin du plein emploi qu'il promettait à nos compatriotes. Sur la question de la fiscalité, des PME, des TPE, des artisans, des commerçants, avec près de 50 milliards d'euros de nouveaux impôts imposés par la gauche à ceux qui entreprennent dans notre pays, mais aussi plein d'autres thématiques. Je pense entre autres à la question de l'immigration ou de la justice avec l'illusionniste ministre de l'Intérieur qu'Emmanuel Valls. On peut dire aux Français comme aux Russes les mesures qui ont été prises par M. Valls avec l'augmentation des naturalisations, la diminution de près de 40% des reconduites à la frontière et donc une politique d'immigration qui marche sur la tête. Voilà quelques-uns des enjeux, des engagements qu'avait pris François Hollande, emploi, fiscalité, entreprise, immigration. Il y en aurait beaucoup d'autres. J'en profite par exemple pour citer le très triste bilan de Madame Taubira, notre garde des Sceaux, avec l'explosion de la délinquance et une justice qui ne remplit plus son rôle, puisqu'elle a supprimé les unes après les autres les réformes courageuses qu'avait portées Nicolas Sarkozy. Je pense à l'instauration des tribunaux correctionnels pour mineurs, des peines planchées contre les récidivistes que nous avions mises en œuvre lors du précédent quinquennat et qui ont été supprimées au nom du laxisme d'État par Madame Taubira et Monsieur Hollande.
Merci infiniment de ce bilan qui paraît être bien triste. Je passe la main à mes collègues, Françoise, Anna, à qui le tour? On va peut-être commencer. Alors, Monsieur Pelletier, une petite question un petit peu franche peut-être, parce qu'on accuse souvent l'UMP d'avoir rompu à un moment donné avec ses racines gaullistes. À un moment, il s'est formé sur fond d'alliance du RPR et donc de l'UDF. On entend par là assez souvent la soumission à l'hégémonie des marchés, à la technocratie bruxelloise, politiquement correcte, etc. La liste est très longue. Alors, il semblerait qu'on soit quand même un petit peu loin du modèle providentiel prôné par le général à l'époque. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que l'UMP veut, au cas donc, où il revient au pouvoir en 2017, est-ce qu'il veut revenir à cet héritage gaulliste qui lui appartient de droit? Alors votre analyse est assez juste. Pendant trop longtemps, malheureusement, la droite s'est soumise au politiquement correct et à sa cohorte de mots qui frappent d'ailleurs notre pays comme l'ensemble du continent européen, la soumission à la technocratie bruxelloise, on aura l'occasion d'y revenir, et à une mondialisation sauvage qu'on nous disait heureuse et qui a frappé de plein fouet l'ensemble de nos compatriotes. Moi, je sais gré surtout à Nicolas Sarkozy, c'est la raison pour laquelle je l'ai rejoint, que j'ai été avec beaucoup de fierté son porte-parole lors de la dernière élection présidentielle, et qu'aujourd'hui, en tant que leader de la droite forte, qui est le premier mouvement du premier parti de France, l'UMP, je suis devenu vice-président, avec beaucoup d'énergie et de volonté, parce que je crois que la droite, justement, est en train de changer et de prendre en compte ces légitimes aspirations populaires, c'est-à-dire de revenir à l'héritage gaulliste, à l'héritage gaullien dans un certain nombre de domaines. Premièrement, le rapport de la France à l'Europe. Nous sommes tous attachés à l'idée d'Europe, cette idée assez simple qu'on est plus fort à plusieurs, à la condition de respecter la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, à la condition de remettre davantage de démocratie par rapport à une technocratie de Bruxelles qui nous asphyxie et nous étouffe de nombreuses directives absurdes sur l'ensemble de notre territoire, à la condition aussi qu'on ait le courage de dire deux choses pour la construction européenne de demain. D'abord, la nécessaire réhabilitation du patriotisme et du patriotisme économique, en particulier quand nous allons en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie, aux États-Unis, on s'aperçoit que tous les peuples du monde ont le droit d'être fiers de leur pays, et c'est bien légitime, et que l'Europe a du mal avec la fierté de ses réussites, de son savoir-faire. Moi, je souhaite que l'Europe réaffirme la primauté du patriotisme économique sur l'ensemble de son territoire. Et deuxième idée très importante, c'est l'idée de protection. Dans un monde mondialisé, il nous faut avoir le courage de parler d'un protectionnisme européen, savoir se protéger aux frontières de l'Europe par rapport à parfois la concurrence déloyale d'autres pays. Et c'est un chemin qu'il nous faut tracer avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'audace. Et je crois que nos compatriotes, comme les Européens dans leur ensemble, attendent une nouvelle génération politique capable, avec beaucoup de crédibilité et d'audace, de porter des idées courageuses, des idées fortes. On en a marre de ce système qui, depuis 30 ans, fait beaucoup de promesses, mais qui ne réalise pas beaucoup une fois au pouvoir. Et c'est tout le rôle de la génération que je porte. Moi, je suis le plus jeune vice-président de l'UMP, pour dire la droite doit assumer avec fierté ses convictions et porter des idées courageuses pour se réconcilier avec le peuple français. D'accord, très bien. Merci, M. Pelletier. Alors, le tour à Anna. Suite à l'affaire Bebelou et nombreux autres, on a soulevé maintes fois la question d'interaction de l'État et de la religion. Et donc, dans une des interviews, vous avez dit que si chacun a le droit dans notre pays d'exercer son culte de manière libre et apaisée, la laïcité ne doit pas être pour autant une coquille vide ni un vain mot. Donc, pourriez-vous vous exprimer sur les relations entre l'État et la religion dans les temps modernes aujourd'hui? Eh bien, pourquoi pas prendre, justement, puisque j'en parlais en introduction, l'exemple russe. C'est quoi la France? La France, c'est deux choses. La France ne serait pas la France sans son héritage judéo-chrétien, et la France ne serait plus la France sans la laïcité. C'est quoi la laïcité? La laïcité, ce n'est pas la disparition du religieux, ce n'est pas la négation du religieux. C'est une distinction assez stricte, une séparation assez stricte entre le politique et le religieux, entre le temporel et le spirituel. Je crois que l'avenir de la France, comme l'avenir du continent européen, c'est à la fois de savoir réhabiliter la fierté de notre patrimoine, de nos modes de vie, de nos coutumes, de nos traditions, à savoir l'héritage chrétien tout particulièrement, puisque nous sommes une nation très fortement ancrée autour de ces valeurs. Il n'est qu'à se promener dans nos 36 000
commune, avec nos clochers, notre patrimoine. Il est important que nous en soyons fiers, parce qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne pourra jamais savoir où il va et ne pourra pas construire solidement son avenir. Et en même temps, il faut nous adapter au monde tel qu'il est. Il y a aujourd'hui des tensions, des poussées très fortes, très inquiétantes, communautaristes, qu'il nous faut juguler, maîtriser, et à ce titre affirmer haut et fort les valeurs de laïcité. Donc je crois, pour résumer ma position par rapport à votre question, que la France est une république, et ça, ce mot a un sens, c'est une république laïque, fondée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Voilà l'ensemble de la position qu'a la droite forte au sein de l'UMP pour construire une droite moderne et un pays apaisé, particulièrement sur la question, ne nous cachons pas, du rapport entre l'islam et la République. Je crois qu'il nous faut affirmer haut et fort nos valeurs. Chacun a le droit de venir en France, de vivre sa religion, à la condition que nos principes, que nos valeurs, que nos traditions, que nos coutumes soient respectés. On peut vivre ensemble, on peut vivre en France à la condition d'aimer la France, et on peut vivre en France à la condition de vivre comme les Français, à Rome comme les Romains, en France comme les Français, comme on dit. Merci de cette réponse, Guillaume Pelletier, que je trouve très sage, si je puis m'exprimer en tant que Français, en tant que Russe à la fois. Et je voulais aborder donc une deuxième question en anticipant un peu, donc prévoyant le futur, en tout cas peut-être pas immédiat, mais un futur à venir. Si vous étiez déjà en train, vraiment un peu, si vous étiez en train de plancher sur les prochaines présidentielles, alors qui pourrait devenir, d'après vous, la figure de proue de votre coalition ? Et quelle stratégie cette personne préconiserait-elle? Comment voyez-vous finalement ce que la droite pourrait offrir aux Français aux prochaines présidentielles? On vous écoute très attentivement. Alors c'est une question très importante et pour être très franc avec vous, on y travaille depuis le 7 mai 2012, au lendemain de la défaite électorale que nous avons subie. Nous avons déjà en ligne de mire non seulement les élections intermédiaires, municipales, cantonales, régionales, européennes, mais bien sûr la mère de toutes les batailles, comme on dit en France, l'élection présidentielle qui donne le cap, la cohérence et la perspective à l'ensemble d'un gouvernement. Je crois qu'il y a deux choses dans une nouvelle vie politique que nous devons nous incarner, la nouvelle génération. Il y a, avant la question de l'incarnation, avant la question des hommes, et je vais y répondre, il y a la question centrale des idées. Par-delà la question du leader, et moi ma conviction est faite depuis un certain temps, je considère que Nicolas Sarkozy reste le leader naturel de la droite française, que la droite et la France ont besoin de son autorité, de son charisme, de son énergie, de son autorité pour mettre tout le monde d'accord et imposer des réformes courageuses à la France, comme il l'a fait, de manière insuffisante certes, mais comme il l'a fait entre 2007 et 2012. J'y reviens quelques instants. L'interdiction du port de la burqa dans l'espace public, la défiscalisation des heures supplémentaires, le report de l'âge légal de la retraite, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, l'instauration du service minimum dans les transports publics, l'autonomie des universités. C'est Nicolas Sarkozy, pour la première fois depuis 30 ans, un homme d'État a voulu réformer notre pays. On n'a pas été assez loin. Et d'ailleurs, on a été sanctionné dans les urnes. Et c'est tout le travail que nous devons faire dans la perspective de 2017. Et c'est là qu'interviennent les idées. Parce qu'un homme ne suffira pas. Fût-il un homme providentiel, il nous faudra des convictions fortes. Il nous faudra retrouver le chemin de la crédibilité. Il nous faudra du courage. Et nous travaillons d'ores et déjà au sein de l'UMP, avec la droite forte, avec Jean-François Copé et l'ensemble des ténors de notre parti, un programme de gouvernement, un programme d'alternance. Voilà, je vais vous donner et vous livrer, moi, les pistes de réflexion, les pistes de travail. La première chose, c'est directement d'ailleurs inspiré de l'exemple et du modèle russe. Vous voyez bien que j'apporte concrètement des preuves d'amour à ma déclaration d'amour pour la Russie tout à l'heure. On s'est inspiré sur le plan fiscal de ce que vous avez réalisé en Russie, c'est-à-dire la flat tax. Cette idée qu'on ait enfin en France le courage de mettre à bas notre système fiscal qui est absurde, extrêmement complexe et qui empêche les créateurs, les entrepreneurs, les innovateurs d'innover et de créer justement. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on supprime en France l'ensemble des niches fiscales, l'ensemble des crédits d'impôt et qu'on vienne à un taux unique d'impôt sur le revenu. Je sais que le taux en Russie, c'est 13%. On pourrait s'inspirer par exemple de ce chiffre qui permettrait justement de manière juste de payer des impôts pour le bien commun, pour l'intérêt général, mais sans amputer la volonté créatrice dans notre pays. Ça, c'est la première grande réforme. La deuxième grande réforme que nous proposons, c'est une réforme des retraites qui grève de manière considérable le budget de la France. Moi, je propose 3 options complémentaires et indispensables. Premièrement, le report à 65 ans de l'âge légal. On est un des derniers pays du monde à ne pas accepter, puisque nous vivons plus vieux
de travailler davantage. Deuxièmement, l'alignement de tous les régimes du public sur celui du privé, au nom de la justice et de l'égalité. Vous savez qu'en France, par exemple, un fonctionnaire aura une retraite calculée à 75% sur les 6 derniers mois de salaire, quand un salarié du privé, employé, ouvrier, aura une retraite comptabilisée sur les 50% des 25 dernières années. C'est une inégalité de traitement qui est portée par la gauche en France que je trouve insupportable et qu'il nous faudra supprimer, cette inégalité. Et puis enfin, la suppression de tous les régimes spéciaux. Il y a en France des conservatismes, des bastilles, des corporatismes à la SNCF ou dans d'autres domaines qui grèvent justement le budget public. Donc c'est une grande réforme liée à la dette, à l'économie, premièrement, que je propose. Deuxièmement, une réforme qui permettra aux PME et aux TPE qui créent des millions d'emplois dans notre pays de sortir de l'asphyxie qu'elles connaissent aujourd'hui. C'est la réduction drastique du code du travail, la suppression des seuils sociaux et la réduction considérable des charges, des taxes, de la paperasse, de tout administratif qui asphyxie les entrepreneurs. Et moi, ma fierté en tant que responsable public et vice-président de l'UMP, c'est que je vis de mon entreprise. J'ai créé mon entreprise il y a 5 ans, je suis moi-même un chef d'entreprise et je me sens l'un des mieux à même d'être le porte-parole de ces millions d'entrepreneurs en France qui subissent 7 jours sur 7 les incompétences de l'administration et de l'État. Troisièmement, c'est une réforme liée à l'immigration. Moi, je souhaite que nous remettions en cause avec force le droit du sol en France, puisqu'aujourd'hui, l'immigration est une immigration sociale fondée sur les pompes aspirantes, et je souhaite qu'on ait le courage de remettre en cause ce droit du sol, je dirais même de dépasser ce faux affrontement entre le droit du sol et le droit du sang, puisque les deux existent dans notre législation, pour passer au droit du choix. C'est-à-dire que chaque personne qui souhaite devenir française ait l'obligation d'en faire la demande, d'en exprimer la volonté solennelle à l'occasion d'une cérémonie particulière, parce que, comme dans tous les domaines de la vie, il faut qu'il y ait des moments forts. La nationalité française, elle ne se donne pas, elle s'hérite ou elle se mérite, et il doit être possible pour la communauté nationale de pouvoir accepter ou refuser une demande d'acquisition de la nationalité française. Donc, troisième grande réforme, le remplacement du droit du sol et du droit du sang par le droit du choix, l'expression de la volonté d'adhérer à la communauté nationale et à un destin commun. C'est une formule en R1 que vous venez de formuler. La nationalité se mérite ou s'hérite. J'essaierai de m'en souvenir pour l'utiliser à bon escient. Je passe la main à Françoise. Oui. Depuis une trentaine d'années par un certain nombre de mouvements. C'était le RPR, des mouvements étudiants. Il a été malheureusement beaucoup trop oublié par nos responsables politiques. Entendu. Monsieur Pelletier, une dernière question qui me tracasse beaucoup. On sait que la présence des pétromonarchies dans les banlieues françaises est devenue particulièrement manifeste vers 2011-2012. C'est une réalité qui est malheureusement incontestable. C'est ainsi, par exemple, qu'une somme de 20 millions d'euros a été octroyée par le Qatar aux zones sensibles, ainsi qu'aux zones rurales d'ailleurs aussi. Est-ce que, selon vous, il faut arrêter ce phénomène d'investissement? Certains politologues disent même d'immission de monarchies qui représentent en réalité des puissances wahhabites et qui quand même se mêlent des problèmes intérieurs de la France. Oui, dans le prolongement, là encore, vous voyez, avec beaucoup de cohérence et de transparence de mes engagements sur la laïcité, sur la fierté de nos valeurs et de nos traditions, sur la nécessité de retrouver le chemin de l'indépendance nationale et de la souveraineté nationale, comme le disait le général de Gaulle. J'ai émis des avis très défavorables et une opposition forte en 2010, en 2011 et à nouveau en 2013 lorsqu'ont été évoqués ces projets. Je considère que des investissements étrangers puissent exister dans le secteur privé, c'est bien naturel. C'est la vie commerciale classique des États, des nations et même du monde entier. Mais que lorsqu'il s'agit des secteurs publics ou parapublics, de notre indépendance nationale et particulièrement de territoires qui sont aujourd'hui défavorisés, il est indispensable que la puissance publique reste seule, souveraine et maîtresse de notre avenir. C'est la raison pour laquelle je m'étais opposé à ce type de projet qui abîme l'idée que je me fais justement d'une France puissante, indépendante et rayonnante. Très bien, merci. Anna, plus de questions. Eh bien, Guillaume Pelletier, il me reste juste de vous remercier pour nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. Alors, on le sait, très précieux, parce qu'en fait, les Français vous regardent. On s'attend tous à ce que la droite reprenne l'initiative après ce qui vient de se passer ces dernières années. On vous souhaite bonne chance. On espère vous retrouver encore en tant qu'un ami de la Russie, en tant qu'un homme politique fort de la France, ici sur notre plateau, en chair et en eau, je l'espère, au moins par téléphone.
Alors, bonne Avec grand chance. plaisir. Et bonne Merci. continuation. Merci, Monsieur Pelletier, merci beaucoup. Merci, Merci. au revoir. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Suivez l'actualité sur le site de Voix de la Russie et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.